Vous avez 10 minutes, Madame Benkiren. Je Ok, sais que c'est court, mais Ok, donc bonjour tout le monde et merci de m'associer au groupe de présentateurs pour cette session. Alors, neuroinflammation du système nerveux central, quoi de neuf? Je vais centrer mon propos sur deux pathologies, la CEP et la NMO, et je commence direct par les facteurs environnementaux en rapport avec la CEP. D'abord avec la vitamine D qui fait toujours partie des sujets les plus débattus. Récemment, il y a eu l'étude SOLAR qui a été menée chez des patients, un groupe de 219 patients CEP, RR, tous sous interféron bêta, enfin sous rébif, et qui ont reçu une forte dose de vitamine D. Donc une dose de l'ordre de 14 000 unités par jour pendant 48 semaines. Alors l'objectif principal de l'étude était de ramener ces patients à un état NEDA 48 semaines. C'est un objectif qui n'a pas été atteint. Par contre, il y a eu des points intéressants par rapport à des critères secondaires, notamment la réduction du taux annuel de poussée et les modifications au niveau des IRM, essentiellement chez les patients jeunes entre 18 et 30 ans. Deuxième élément, le microbiote. Donc là, c'est beaucoup plus récent, ou relativement plus récent, qui semble être impliqué donc, dans un certain nombre de maladies auto-immunes. Et en l'occurrence, en neurologie, il a été étudié chez les patients CEP et les patients NMO. Alors globalement, le microbiote, il a comme rôle d'intervenir au niveau de mécanisme, enfin, du métabolisme intestinal via un rôle sécrétoire et aussi de moduler le système immunitaire. Donc c'était ça le point de départ. Euh, un phénomène de dysbiose, c'est-à-dire de déséquilibre de ce microbiote, a été constaté chez les patients CEP et chez des patients NMO. Dans le premier groupe, donc, il y a une surreprésentation de certaines souches bactériennes avec une réduction d'autres souches. Et fait intéressant, ce déséquilibre il est corrélé avec une modification de l'expression de certains gènes impliqués essentiellement dans les phénomènes de maturation des cellules dendritiques et dans des circuits impliquant des lymphocytes T circulants et des monocytes. L'étude réalisée chez les patients NMO, en fait, comparé, enfin, NMO, CEP et des patients contrôle, elle a conclu à une abondance de Clostridium perfringens chez les patients NMO, y compris dans l'étude comparée qui a été réalisée chez des patients sous rituximab. Donc, ce qui avait éliminé l'hypothèse d'un effet du traitement. Alors là, le constat, c'est qu'il y avait une réaction croisée entre un fragment de la QP4 et l'ABCTP, donc un épitope au niveau du Clostridium perfringens, et que cette réaction croisée serait médiée par les lymphocytes T sécréteurs d'interleukine 17. Alors, deuxième chapitre, les marqueurs de la sclérose en plaques, et je commence par les marqueurs cliniques. Donc le CIS, on en a déjà parlé hier. Les facteurs qui sont actuellement reconnus comme étant comme prédisposants à la conversion vers une MS sont la charge lésionnelle avec un seuil à 9 lésions, les bandes oligoclonales et puis l'association des deux facteurs augmente le risque donc, de conversion. Une étude qui a focalisé plus sur les bandes oligoclonales sur un groupe de 219 CIS suivis pour une durée moyenne de 5 ans. Elle a conclu à une corrélation entre le nombre de bandes oligoclonales et le risque de conversion. C'est-à-dire qu'ils ont défini un groupe de patients à fort risque, celui qui affiche 8 à 12 bandes oligoclonales. Donc ce serait un groupe qui a 2 fois et demi plus de risque de conversion et qu'au-delà de 12, il n'y a pas de majoration de risque. Toujours dans le cadre des CIS, donc l'étude bénéfice CIS qui a évalué l'évolution à long terme chez des patients CIS, une large cohorte qui a démarré avec 668 patients, puis 11 ans plus tard, il y a eu des sorties d'études, il y a eu des pertes de vue, etc. Donc après, il y a eu un total de 278 patients, une partie sous interférent démarrée après l'événement CIS, et un deuxième groupe qui a reçu l'interférent à distance, c'est-à-dire une fois la CEP déclarée ou après 2 ans du CIS. Donc là, les résultats ils sont plus que parlants. Donc il y a des différences cliniquement significatives, enfin, statistiquement significatives en termes de risque de conversion, CIS-MS, par rapport au délai de conversion, par rapport au taux annuel de poussée une fois la CEP déclarée,
par rapport à la progression de cette sclérose en plaques. Bon, ici, il n'y a pas de différence significative, mais c'est une différence qui a été notée. Et puis, par rapport aux performances à la passate. Par contre, il n'y a pas eu de choses particulières en comparant les EDSS des patients et aussi l'évolution de leurs IRM. Les RIS, donc là aussi, juste pour souligner que, voilà, par définition, donc il n'y a pas de signes cliniques évocateurs d'une pathologie démyélisante. Maintenant, on commence à discuter certaines perturbations de fonction exécutive chez le patient RIS. Et puis, par rapport à la radiologie, donc c'est en général des patients qui ont des lésions qui répondent aux critères de Barkov. Des fois, quelques critères sont remplis, et on parle donc de pré-RIS. Et parfois, ce sont des patients qui évoluent sur le plan IRM, mais pas sur le plan clinique. Et à ce moment, ce sont des RIS au risque. Après, l'évolution peut se faire vers une forme rémitante ou vers une forme PP dans 10% des cas. Et puis la progression par la suite, elle rejoint la cinétique des patients qui ne sont pas passés par la case RIS. L'IRM, donc en plus de pouvoir poser le diagnostic à l'étape préclinique, est donc un élément central dans l'évaluation, donc dans la corrélation lésion-handicap, aussi dans le suivi évolutif, enfin, le suivi du patient. Les scores NEDA 3, 4 et 5. Maintenant, si on associe des éléments, on verra plus tard des éléments d'OCT. L'IRM permet évidemment de suivre le patient par rapport au risque de complications infectieuses. Et dans ce sens, la LIMP, qui vient pôle position, là on a décrit des formes des IRM inhabituelles de la LIMP, avec une prise de contraste, sans lésion parenchymateuse ou uniquement avec une atrophie cérébelleuse, uniquement avec des atteintes corticales ou même pas avec des atteintes parenchymateuses, donc de simple méningite. Alors les biomarqueurs, sang ou LCR, donc pour essayer de poser le diagnostic précocement, pour essayer d'avoir un profil personnalisé du patient par rapport à son risque de progression, par rapport à sa réponse à différents traitements, par rapport aux éventuelles complications. Alors il y a plein de molécules qui sont à l'étude, mais ça reste quand même, en matière de neuroinflammation, un espoir quand même déçu. Donc il y a beaucoup de choses à l'étude, pas beaucoup de choses validées. Donc je souligne les nouveaux arrivés, en fait la réduction des LT4, enfin des LT-CD4 exprimant la L-sélectine, qui représente un marqueur pour la LIMP, enfin le risque de développer une LIMP. Alors ensuite, par rapport aux formes cliniques, en deux mots, la CEP progressive, donc ce qui est à souligner, c'est le NEP, le nouveau score pour la non-evidence of progression, donc qui associe le DSS, le test de marche donc aux 25 pieds, et puis le test des 9 trous. Alors le chapitre des traitements. Alors, comme nouveauté, l'ocrelizumab, qui a déjà été étudié, donc comparé à l'interféron dans les études Opéra 1 et 2, là, il est étudié contre placebo chez des patients CPP, donc c'est une étude phase 3. Alors, l'étude a noté un effet positif, ou intéressant, enfin positif, oui, enfin significatif sur la progression clinique jugée au test de la marche, avec un profil de tolérance satisfaisant, l'ensemble donc à 24 semaines. L'alentuzumab, donc, qui est aussi un anti-CDC2, aussi administré par voie intraveineuse, qui a prouvé une efficacité chez les patients CEP actifs, mais avec un profil de tolérance moins rassurant que celui de l'ocrelizumab, à savoir que c'est un médicament qui induit une déplétion lymphocytaire profonde, avec risque d'auto-immunité secondaire. Donc, pour pouvoir l'utiliser à une échelle plus large, il va falloir développer des moyens de sélection de patients. Alors ensuite, il y a des thérapeutiques non immunoactives qui ont été discutées, essentiellement la biotine, qui est une vitamine impliquée dans le métabolisme énergétique, la synthèse des acides gras. Donc une première étude a été réalisée chez 23 patients CEP progressive. Elle a noté une amélioration significative sur le plan visuel et sur le plan médulaire après un délai de 2 à 8 semaines. Et puis, il y a une étude plus large, 154 patients, CPP et SP, qui a aussi atteint son objectif de prouver un effet sur la régression de l'handicap à 9 mois. L'acide lipoïque, donc action sur le métabolisme mitochondrial
La barrière hémato-encéphalique, une étude sur 51 patients, CEP secondairement progressive, pendant 2 ans, donc qui a prouvé un effet positif sur l'atrophie, enfin un effet neuroprotecteur par rapport à l'atrophie cérébrale, avec quand même un petit bémol, un risque de néphropathie. Alors, la greffe des cellules souches, ça, une étude a été réalisée chez 24 patients. Donc, le principe, c'est de prélever des cellules du patient et puis de les traiter en éliminant éventuellement les cellules, les lymphocytes, puis de faire subir au patient un état d'aplasie médulaire, donc avec chimiothérapie parfois associée à une radiothérapie, donc le protocole diffère, et puis réinjecter les cellules souches et faire en sorte que c'est un patient qui a renouvelé son capital cellules immunitaires. Donc c'est une étude qui a été, comme dit, réalisée chez 24 patients qui avaient tous une CEP-RR hautement active, et 6 à 7 ans après, ce sont des patients qui n'ont fait aucune poussée, aucune lésion active, et puis dans 70% des cas, il y avait un arrêt de progression. Donc en fait, ce sont des résultats hautement intéressants, mais du fait de ces conditions agressives de conditionnement, il y a un risque de mortalité quand même non négligeable de 1%. Et donc, il y a aussi besoin ici de sélectionner les patients et puis de rendre les protocoles plus homogènes. Alors, l'ANMO. Donc ici, le spectre anti-MOG qui semble prédisposé ou être responsable de tableaux avec de meilleures chances de récupération et plus d'atteintes de tronc cérébral, y compris asymptomatiques, avec des atteintes du cône médulaire et des pédoncules cérébelleux bilatéraux. Les névrites optiques dans la NMO comparées aux névrites optiques au niveau de la CEP, donc il y a un intérêt à faire les PEV combinés à l'OCT, et c'est une étude qui permet donc de conclure un profil démyélisant dans la CEP versus un profil axonal dans la NMO, et avec des atteintes infracliniques qui sont plus évocatrices de la sclérose en plaques. Toujours dans le cadre des neuropathies ou des névrites optiques, l'IRM donc, a un intérêt par rapport à l'orientation diagnostique en se basant sur le type de lésion et sa localisation, en plus bien sûr de la présence ou pas de lésions encéphaliques. Et enfin, sur le plan thérapeutique, le traitement donc, de la poussée, les échanges plasmatiques, ils constituent maintenant l'option de choix en première ligne pour les tableaux qui incluent une myélite. Et cette récupération, elle est améliorée après un protocole d'escalade thérapeutique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute une ligne thérapeutique. Chez les patients, par rapport au traitement de fond, chez les patients qui sont sous rituximab, donc il y a un intérêt maintenant à monitorer les anticorps anti-AQP4, donc à doser au début puis à 3 mois, pour permettre de sélectionner les patients répondeurs, puisqu'il y a normalement une chute du taux, et savoir si on poursuit ou pas le traitement. C'est une modification qui n'a pas, le monitorage des anti-AQP4 ne permet pas de prévoir les poussées. Voilà, c'est ma dernière diapo.